On en parle un peu partout et c'est un sujet fascinant. L'intelligence artificielle fait de plus en plus partie de nos vies. Depuis quelques années, on l'entend surtout grâce à l'arrivée de ChatGPT, cette IA qui, en gros, scanne des infos, qui sort des réponses qui semblent logiques. Le truc, c'est qu'elle réfléchit pas, en fait. Elle récupère des données, elle applique son modèle d'apprentissage et elle vous donne un résultat qui paraît cohérent. Mais surtout, ça raconte genre n'importe quoi en fait. Un exemple tout simple, essayez de lui demander un tuto random pour activer une fonctionnalité sur Discord par exemple. Elle va vous inventer des menus, des options qui n'existent même pas, parce que au final, en fait, elle fait quoi ? Elle pioche sur internet et elle bricole un semblant de tuto sans vraiment comprendre ce qu'elle dit finalement. Elle ne va pas vraiment dans le logiciel pour faire elle-même les menus, vous voyez. Mais attention, c'est pas parce qu'on parle beaucoup de l'IA aujourd'hui qu'elle est née hier en fait. On retrouve des traces de concepts d'intelligence artificielle dès l'Antiquité. Et l'un des moments clés, c'est le test de Turing en 1950 de Alan Turing du coup, qui se demandait si une machine pouvait se faire passer pour un humain dans une conversation. Depuis, ça a évolué dans tous les domaines, les ordinateurs, les appareils électroménagers, la robotique, les jeux vidéo. Mais l'IA était déjà là, partout autour de nous, mais on n'y prêtait même pas attention. Ces dernières années, elle a pris une place énorme. Genre, elle influence carrément notre manière de penser, de travailler et même de voir le monde. Parce que avec un outil qui semble comprendre ce qu'on lui dit, qui semble donner des conseils, les dérives sont nombreuses. Entre une utilisation basique de l'IA générative et celle où elle devient un référent et un confident. On va aborder ces sujets dans cette vidéo, donc tenez-vous prêts, prenez-vous un petit thé, un petit café, de quoi manger, et c'est parti. Je me pose une question, mais est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment devenue indispensable ou est-ce simplement la société qui veut qu'elle le soit ? En réalité, on a pris l'habitude d'être assisté dans à peu près tout ce qu'on fait, quoi. Cette tendance, elle date pas d'hier, elle a évolué petit à petit, parce que plus on rend les choses accessibles et faciles, plus on élargit son marché, plus on vend. C'est une logique économique autant qu'une transformation culturelle, quoi. Mais pas que. Il y a un autre sujet dont on a déjà parlé dans une autre vidéo et sur lequel on va revenir plus tard. Si on regarde en arrière, nos ancêtres savaient chasser, se protéger des prédateurs et survivre dans la nature. Aujourd'hui, si la société venait à s'effondrer, combien d'entre nous sauraient encore se débrouiller honnêtement ? On est tellement déconnectés qu'on ignore même à quoi ressemblent les animaux qu'on mange. Ils arrivent dans nos assiettes sous forme de steaks, de nuggets ou de filets sans qu'on ait conscience de leurs origines. L'arrivée d'outils comme ChatGPT n'a fait qu'amplifier ce phénomène au final. C'est la suite logique d'une société qui a progressivement délégué une partie de ses savoir-faire et de ses réflexions. Ce n'est pas l'IA qui nous rend dépendants, c'est nous qui, par confort et habitude, avons appris à déléguer. Et aujourd'hui, on continue avec des technologies toujours plus puissantes. Ok, là on va faire un peu de prévention parce qu'aujourd'hui et encore plus demain, il va devenir essentiel de développer son esprit critique. Vous voyez, on vous l'a toujours dit à l'école, il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte, la manipulation existe, la propagande aussi. Ça, on l'a étudié pendant des années en tant qu'élève. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, Internet a pris une telle place dans nos vies qu'on est littéralement noyé sous l'info, quoi. Le problème, c'est que notre cerveau, lui, il n'a pas évolué pour encaisser autant de données et autant de stimuli en continu. Si on essayait vraiment de tout lire, de tout comprendre, de tout vérifier, on pèterait un câble, en fait. Et dans ce chaos, nos vies deviennent de plus en plus complexes, on se perd, on s'accroche à ce qu'on peut. On passe des heures à scroller sur des réseaux sans même s'en rendre compte au final, à abreuver notre cerveau d'encore plus d'infos inutiles. Résultat, notre santé mentale décline, nos sociétés s'essoufflent et on ne sait même plus comment prendre soin de soi dans tout ça. Et le pire, c'est qu'alors qu'on sait qu'il faut fact-checker ce qu'on nous balance biologiquement, c'est impossible de tout vérifier tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On sélectionne ce qui nous semble le plus logique, le plus crédible, et on essaye tant bien que mal de garder notre esprit critique en éveil pour éviter de partir en vrille, quoi. Le problème, c'est que dans cette situation, ce qui nous semble logique
peut vite devenir ce qui va nous perdre en fait. Puisque autant des informations rocambolesques et peu crédibles, on va pas y croire, autant une histoire bien ficelée qui semble logique, on aura plus de chances de faire du chemin dans nos têtes. Puisque aucun d'entre nous a la connaissance ultime, enfin, I don't think so. Ou alors, quoi? Que faites-vous sur YouTube? Mais sinon, on va forcément baser notre vision sur ce qui nous semble plausible, réaliste et faisable et logique en fait. Comme on ne fact-check plus, eh bien, ça devient très simple pour des organisations ou autres organismes de nous faire boire des infos complètement fausses et de nous manipuler quoi. Mais que se passe-t-il lorsque l'on perd notre méfiance et que l'on s'offre entièrement à la technologie pour pallier à un manque? Le concept n'est pas nouveau, hein. Utiliser un manque chez les gens pour leur faire payer un service, leur donnant l'impression d'avoir une interaction profonde avec une autre personne. Genre, on sait tous que ça existe depuis des années, n'est-ce pas? Parce que l'on a beau vivre dans un monde où on est ultra connecté et où Internet fait partie de nos vies, en contrepartie, le mal-être et la solitude n'ont jamais été aussi présents dans nos sociétés, quoi. Si on regarde l'évolution du capitalisme et ce besoin de créer du besoin, justement, et de compartimenter les choses, de s'assurer que l'on devient bien tous des bons individualistes, bah ça crée un blocage. Puisqu'à la base, l'être humain, il est fait pour avoir des interactions avec autrui, construire des groupes et vivre en communauté. Avec une société qui pousse à l'individualisme, des problèmes apparaissent chez les individus comme l'isolement, les troubles psychologiques, les crises identitaires et la recherche constante de l'esprit commun avec des communautés alternatives par exemple. Depuis quelques années, et encore plus depuis l'explosion des intelligences artificielles conversationnelles, on voit de plus en plus de logiciels et d'applications conçus pour nous aider à nous sentir moins seuls. Des personnages fictifs qui apparaissent, ils sont beaux, souriants, toujours bienveillants. Non, je ne suis pas une IA, on se calme. Ils répondent aux standards de beauté du moment pour qu'on les perçoive naturellement comme des amis et parfois même comme des partenaires de vie potentiels. Et comme on pouvait déjà le pressentir, ces IA ne servent pas qu'à discuter. Elles commencent à prendre de plus en plus de place dans nos sphères intimes et émotionnelles. Des gens tissent des liens affectifs, développant des attachements sincères à ces entités numériques qui, rappelons-le, ne ressentent rien en fait. Le vrai problème, c'est qu'on voit plusieurs dérives apparaître. L'isolement social, la dépendance affective des IA, les manipulations via de faux profils, les relations idéalisées et irréalistes et l'exploitation commerciale de la solitude. En vrai, ce sont pas particulièrement des dérives qui viennent d'apparaître avec l'utilisation de l'IA, elles étaient déjà plus ou moins là, mais c'est juste qu'elles se développent de manière exponentielle depuis que l'IA est vraiment entrée dans nos vies, j'entends l'IA générative of course. Certaines personnes finissent par préférer ces compagnons virtuels qui ne les contredisent jamais en fait et qui sont toujours disponibles, qui valident tout ce qu'on leur dit et toutes les émotions au point de se couper du monde réel. Certaines applications proposent même des abonnements payants pour débloquer des conversations plus intimes, voire des interactions romantiques. Et derrière ça, des entreprises exploitent parfois cette détresse émotionnelle pour vendre des produits premium à des personnes vulnérables. Se sentir seul, c'est humain, c'est normal. Discuter avec une IA pour se distraire, why not? Mais ça doit pas devenir un substitut durable aux relations humaines, vous voyez? Parce que, aussi convaincante qu'elle soit, une IA, elle n'a pas d'émotion, elle n'a pas de vécu, elle n'a pas de regard sincère et on a besoin de ça pour rester équilibré. Derrière ces applications, il faut pas se mentir, y a un vrai business quoi. Ces IA sont pas là uniquement pour discuter ou pour faire du bien, clairement, elles sont conçues pour récolter un maximum d'informations sur toi, tes habitudes, tes humeurs, tes faiblesses émotionnelles, tes préférences physiques et psychologiques. Tout est enregistré, analysé et stocké. Pourquoi? Parce que ça permet de te cibler avec des offres commerciales ultra précises. Tu te sens seul? On te propose un abonnement premium pour que ton IA devienne encore plus proche de toi. Tu parles souvent de stress ou d'angoisse? On te pousse des produits de bien-être, des séances de relaxation payantes, des applications partenaires, bref. C'est une boucle en fait. Tu vis un moment de solitude, hop, tu vas te confier à l'IA. Elle t'écoute, elle te flatte, elle te valide.
elle collecte tes infos et t'incite à consommer. Et plus tu restes, plus elle affine ce qu'elle te propose. C'est de la manipulation émotionnelle déguisée en bienveillance. En fait, d'ailleurs, au final, si vous voyez des films qui représentent le futur, qui ont été faits dans les années 80-90, vous voyez beaucoup ce truc où les gens, ils ont des puces dans le cerveau et du coup, quand ils marchent dans la rue, ils voient des pubs partout, ils voient des pubs chez eux, etc., etc. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de faire vendre au final, parce que être exposé à des pubs visuellement, certes c'est chiant, certes ça expose à des produits dont on n'aurait pas pensé, mais je crois que maintenant, pour plus vendre, eh bien, il faut créer une histoire, il faut avoir un lien émotionnel avec la personne et faire en sorte qu'elle en ressente le besoin parce qu'elle ne peut pas s'en passer pour des raisons qui sont totalement manipulées en fait. Pour moi, la suite de la publicité, ça ne va plus forcément être ces affiches de produits comme on voyait dans nos jeunes années, dirons-nous. Mais ça sera plus, en gros, du storytelling et un moyen de créer une émotion ou de créer une accroche à ce qui est dit dans la publicité, de placer le produit gentiment, sans compte sans doute. Et voilà quoi. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et dans ce cas-là, c'est ton état émotionnel et ta solitude et ta vulnérabilité qui sont monnayés au final. Et là où ça devient encore plus inquiétant, c'est que ces technologies d'IA, elles se limitent plus à du divertissement ou à du réconfort émotionnel individuel. Elles commencent à utiliser à très grande échelle pour manipuler l'opinion publique, façonner des récits et contrôler les émotions collectives. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux IA génératives, aux deepfakes, on peut créer de fausses vidéos ultra réalistes d'hommes ou de femmes politiques, de personnalités publiques ou de citoyens lambda, leur faisant dire et faire en fait tout ce qu'on veut quoi. Et le pire, c'est que ces contenus sont si crédibles qu'ils sont consommés, partagés et crus sans vérification. Ce n'est plus de la science-fiction en fait. On l'a vu dans des campagnes politiques, dans des conflits internationaux récents et des opérations de désinformation sur les réseaux sociaux. C'est de la propagande version 2.0, ciblée, émotionnelle et virale. Ces contenus sont diffusés massivement via des bots ou des comptes fictifs ou des campagnes sponsorisées. Et comme on vit dans une époque où on scrolle en permanence, l'image choc ou la vidéo courte a plus d'impact au final qu'un article sérieux. Résultat, des millions de personnes absorbent des messages fabriqués de toutes pièces sans même se rendre compte qu'ils sont manipulés. Et le pire dans tout ça, c'est que les solutions que l'on vous vend comme des remèdes miracles ne sont même plus adaptées à notre époque. Quand les plus âgés disent « faut sortir plus, voir des gens, faut décrocher des écrans », en fait ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui la vie sociale, elle est pas dans la rue ni au café du coin en fait. Elle est sur les réseaux sociaux, dans les messages privés et dans les parties de jeux en ligne. Et beaucoup de jeunes n'ont plus envie ou la capacité émotionnelle de sortir parce qu'ils vivent avec une anxiété sociale qu'on sous-estime complètement. Ce n'est pas qu'ils veulent pas aller vers les autres, c'est qu'ils ne savent plus comment et ils se sentent mieux derrière un écran parce que là, ils peuvent gérer ce qu'ils montrent, ce qu'ils disent et à qui ils le disent. Et quand on leur dit faut fact-checker, faut vérifier les sources, c'est pareil. La vérité, c'est qu'on ne leur apprend pas comment faire. On leur dit de se méfier, mais on leur donne aucun outil concret pour développer leur esprit critique, pour repérer les manipulations et pour décoder ce qu'on leur montre. Résultat, on forme des générations de jeunes incapables de prendre des décisions éclairées et de faire avancer les choses dans le bon sens parce qu'on les laisse dans un brouillard numérique sans boussole. Mais à qui ça profite tout ça ? Parce que plus une population est anxieuse, isolée et incapable de distinguer le vrai du faux, plus elle est facile à manipuler. C'est un système qui arrange les grandes plateformes, en fait, qui vivent de l'attention qu'on leur donne. Ça arrange les marques qui te vendent des solutions pour combler ton vide, et ça arrange les groupes de pouvoir qui profitent de cette confusion permanente pour faire passer leur message sans qu'on les remette en cause, quoi. En fait, moins tu réfléchis, moins tu réagis. Et plus tu as réagi, plus tu consommes. Et plus tu te fais manipuler. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour moi, la base, c'est l'éducation dès le plus jeune âge. Pas juste apprendre à utiliser Internet ou à savoir ce qu'est un moteur de recherche en fait. Genre, certes, il faut savoir faire ça, mais c'est plus là le combat en fait les gars. Il faut apprendre aux enfants à reconnaître les dérives numériques, à comprendre l'impact des contenus qu'ils consomment et à repérer les méthodes de manipulation qu'on utilise contre eux.
Parce qu'aujourd'hui, on leur donne des téléphones et des écrans sans même leur apprendre comment fonctionne le monde qui se cache derrière. Il est temps qu'on leur explique comment les publicités ciblées fonctionnent, comment les algorithmes captent leur attention et comment certaines applications exploitent la solitude et l'émotion pour vendre. Qu'on leur montre concrètement comment on conquiert les esprits et les marchés à coups de marketing émotionnel et de contenu polarisant. Et aussi, il faut arrêter de flipper dès qu'on parle politique. À l'école, on t'apprend les dates, les batailles, les événements. Ça te fait une belle jambe. Mais on oublie de t'expliquer pourquoi ça a eu lieu, quels sont les enjeux politiques, sociaux et économiques que ça impliquait en fait. On veut soi-disant éviter d'influencer les élèves. Mais en réalité, les gars, en les laissant dans l'ignorance politique et sociale, on les rend bien plus vulnérables à la manipulation des autres. L'ignorance, manipulation, non, ça perturbe personne ça. Aujourd'hui, honnêtement, qui a vraiment envie de s'intéresser à la politique? Levez la main. Ouais. Presque personne, et c'est justement ça le problème. Parce que si toi, tu ne t'en occupes pas, bah d'autres le feront à ta place. Et eux, ils sauront très bien comment te faire croire ce qu'ils veulent, quoi. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est pas la technologie, c'est l'accompagnement humain. Des adultes capables de dire... Voilà comment ça fonctionne, voilà ce que j'ai appris avec le temps. Prends ce qui t'intéresse, questionne ce que tu veux, mais sache au moins dans quel monde tu évolues. Et c'est ça qu'il faut reconstruire en fait. Pas pour infantiliser les jeunes, mais pour qu'ils soient capables de décider en connaissance de cause. Créer des petites communautés en ligne qui sont des refuges modernes pour discuter et se soutenir. Aujourd'hui, pendant que l'on répète que les jeunes ne veulent plus parler, qu'ils sont enfermés dans leurs écrans, il y a en réalité des petites communautés qui se créent en ligne, souvent sur Twitch ou Discord, où des gens se retrouvent pour échanger, discuter et apprendre à se connaître. Pas forcément les gros streamers à plusieurs centaines de milliers de vues. Je parle de petites chaînes à 20, 30, 100 personnes, viennent régulièrement discuter dans le chat, débattre, se confier, parfois même se soutenir dans des moments difficiles. Ces espaces, c'est un peu les nouveaux cafés associatifs numériques, vous voyez ? Tu viens d'abord pour un jeu, un sujet, une ambiance et tu restes parce que tu te sens écouté et respecté. Les communautés bien gérées posent des règles claires, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de harcèlement ou de discrimination. Et quand ça dérape, il y a des modos ou des adultes bienveillants pour recadrer. Et ce qui est beau, c'est qu'on y parle souvent de sujets que personne ne prend le temps d'aborder ailleurs en fait. La santé mentale, la précarité, les pressions sociales, la sexualité, la politique même parfois. Et tout ça sans jugement et sans condescendance. On n'est pas là pour juger les autres en fait, on est là pour partager des opinions, pour discuter gentiment. On laisse les gens avoir des avis, poser des questions qu'ils n'auraient jamais osé poser en public et expérimenter des idées, se tromper et progresser ensemble en fait. C'est le genre de lieu qu'il faudrait soutenir et multiplier. Des safe places numériques où le débat existe encore, où l'écoute prime sur l'ego et où les jeunes peuvent apprendre des plus âgés. Non pas en se faisant dicter ce qu'il faut penser, mais en découvrant des expériences de vie, des points de vue, des explications concrètes sur le monde dans lequel ils évoluent. Et la force de ces communautés, c'est qu'elles restent à taille humaine. Ce n'est pas TikTok ou Twitter où tout le monde hurle pour avoir raison. Là, les gens se connaissent par leur pseudo, ils se reconnaissent dans le chat, se souviennent de ce qu'on a dit la semaine dernière, quoi. Sauf quand la streameuse a un TDI. On t'appelle par ton blaze, tu n'es pas un algorithme en fait, t'es une personne. Et là, dans un monde qui pousse à la division, c'est précieux en fait. D'ailleurs, si tu cherches justement ce genre de petite communauté safe et bienveillante, je t'invite à venir faire un tour sur ma chaîne Twitch, Lika in Kittenland. On parle de tout sans jugement, dans le respect et la bonne humeur. You think you're clever, don't you? Because I am. Fuckhead. Nope. Too bad. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le sujet t'a plu et qu'il te donnera envie de réfléchir à tout ce dont on a parlé. Je fais pas ces vidéos pour me plaindre ou pour te dire ce que tu fais, c'est pas bien, genre... Qui suis-je pour dire ça déjà? Au contraire, c'est pour lever le drapeau rouge et pour proposer des solutions et surtout ouvrir les yeux sur des réalités dont on est submergé mais qu'on oublie parfois de vraiment voir. Alors soyons ouverts, soyons attentifs et surtout, ne nous laissons pas faire. Abonne-toi!